Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, où en est la Centrafrique 6 mois après l'élection de Catherine Samba-Panza à la présidence de la transition, climat sécuritaire, conjoncture économique, administration. Nous entendrons le point de vue de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Olivier Gabiro. Le pétrole, moteur de développement au Tchad. Les revenus de l'or noir ont transformé en moins de 10 ans l'économie nationale. Nous verrons comment sont utilisés ces bénéfices pour développer le pays. Et puis la Coupe du monde de football au Brésil, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana se sont offerts le droit de rêver au 8e de finale. Pour le réaliser, les équipes devront accomplir une performance lors de leur dernière rencontre. Depuis plus d'un an, la Centrafrique vit une crise sans précédent. L'arrivée de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition en janvier dernier avait soulevé un vent d'espoir dans le pays. Un espoir aujourd'hui amoindri par l'insécurité persistante. 6 mois après la prise de fonction de la présidente, pacification, restauration de l'autorité de l'État et protection des populations sont encore à l'ordre du jour. Explication avec Graziella Chakunte. Où en est la Centrafrique 6 mois après l'élection de Catherine Samba-Panza à la présidence de la transition? Pas bien loin selon Olivier Gabiro, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Et pour cause, le gouvernement de technocrates promis par cette dernière n'a pas fait ses preuves. Pire encore, il ne serait toujours pas effectif. La présidente avait parlé d'un gouvernement de technocrates parce qu'elle estimait certainement que un gouvernement technocrate allait, disons, faire face à la crise. Elle n'a pas respecté sa promesse. Quand on voit le gouvernement, ce n'est pas réellement un gouvernement de technocrates. Et puis en plus, des membres du gouvernement qui n'ont pas les moyens de leurs actions. Le ministre de la Défense a démissionné. Outre la morosité de la conjoncture économique et une administration quasi inexistante, le climat sécuritaire demeure extrêmement fragile à ce jour en Centrafrique. Olivier Gabiro pointe du doigt la timidité et la lenteur des initiatives dans le sens de la pacification et notamment celle du désarmement. La sécurité qui peut normaliser la vie. Or, malheureusement, le désarmement qui devrait se faire comme action prioritaire est entamé maintenant, mais à la suite des marches de la population. Donc, le gouvernement a été simplement secoué avant d'y penser, alors qu'on aurait pu penser plutôt ce qui aurait pu épargner beaucoup de vies. Le gouvernement centrafricain de transition devra théoriquement se retirer en février 2015 pour laisser la place à un gouvernement élu. L'équipe gouvernementale de Catherine Samba-Panza espère toutefois amorcer d'ici là bon nombre de mesures. Au Mali, les élections communales viennent d'être reportées à une date ultérieure pour raison de sécurité. La décision a été prise au gouvernorat du district à l'issue d'une rencontre entre les représentants des partis politiques, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la délégation générale aux élections. Le scrutin communal était prévu pour le 26 octobre prochain, après un précédent décalage en mars dernier. Je propose d'écouter l'avis de notre éditorialiste Alfred Chango au sujet du rôle de l'opposition dans ce report des élections communale malienne. Le vrai problème est ailleurs, c'est-à-dire que là, on a encore l'attitude de toutes les oppositions africaines, c'est-à-dire l'élection présidentielle a eu lieu il y a quelque temps et législatives ont eu lieu il y a quelque temps. Cette opposition n'a même pas soulevé, après cette élection présidentielle, cette question-là de la nécessité de modifier ou de changer la constitution de la CENI. Et voilà, on arrive à quelques mois de l'élection. Voilà, l'opposition, sur l'invitation du ministre de l'Intérieur, suggère qu'on dissolve cette CENI, qu'on nomme d'autres personnes. Au Tchad, le pétrole est devenu le moteur de l'économie du pays. Les revenus de l'or noir ont transformé en moins de 10 ans l'économie nationale, en contribuant notamment à la construction de nombreuses infrastructures. À l'occasion de la conférence de mobilisation des ressources pour le Tchad qui s'est clôturée ce samedi à Paris, le ministre des Finances Kordjé Benoumra s'est exprimé sur la contribution des revenus pétroliers dans le développement du Tchad. Les détails avec Ibra Khadidiaï. Transparence et rationalisation des revenus du pétrole, deux défis majeurs pour le Tchad. Avec sa modeste production de 100 000 barils de pétrole par jour, le Tchad est loin de rivaliser avec certains pays africains qui atteignent les 700 000 voire les 1 million de barils par jour. Mais pour N'Djamena,
L'objectif, c'est d'éviter de faire de l'or noir une malédiction. Le gouvernement tchadien entend utiliser à bon escient les retombées du pétrole et cela passe par une transparence et une répartition rationnelle de ces retombées. Il y a une loi qui répartit le revenu pétrolier. Il y a 5% qui vont vers la région pétrolière. Donc la région pétrolière a un compte à la Banque centrale et reçoit les 5%. Et la loi aussi a prévu une répartition d'une partie de ressources qui vont aller directement pour le financement des projets de secteurs prioritaires, en moyenne 50%, et l'autre partie va au Trésor pour le financement du compte courant. Si une partie des revenus est utilisée dans le remboursement des dettes ayant servi au financement des installations techniques, l'essentiel des fonds servent à la construction d'infrastructures diverses pour le pays. Avec ce revenu modeste, aujourd'hui, si vous allez au Tchad, vous voyez les transformations qu'il y a. Nous étions avant le pétrole à environ 300 km de route bitumée. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 km de route bitumée à l'espace de 10 ans. Les universités qui sont construites, les écoles, les hôpitaux modernes, tout cela, c'est grâce aux revenus pétroliers. L'autre volonté du Tchad, c'est d'éviter le syndrome hollandais qui consisterait à une surexploitation des ressources naturelles, ici le pétrole en l'occurrence, au détriment des autres secteurs de l'économie. Le pays prône une diversification de son économie. Mais c'est un revenu qui est limité, qui va disparaître, donc il faut rapidement réinvestir ces ressources dans la transformation de l'économie pour créer l'emploi, parce que le pétrole ne crée pas l'emploi, pour créer l'emploi, pour créer la richesse, pour permettre au pays de modifier son économie. Donc c'est cette préparation de l'après-pétrole, c'est cette utilisation du pétrole pour accroître d'autres richesses qui est un défi auquel nous devons faire face et nous assurer que nous travaillons dans ce sens. L'or noir est devenu le moteur de l'économie du pays, autrefois dépendant de l'agriculture. Mais pour le gouvernement, le pétrole n'est pas la solution ultime à l'éradication de la pauvreté. Place au sport avec la Coupe du monde de football au Brésil. Après une entrée mitigée dans la compétition, le Nigeria et le Ghana ont su mettre davantage d'impact pour offrir un bien meilleur visage face à la Bosnie-Herzégovine et l'Allemagne. Comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana se sont offerts le droit de rêver au 8e de finale. Mais pour le réaliser, les équipes devront accomplir une performance lors de leur dernière rencontre. Guillaume Durand. Après une première semaine timide, marquée notamment par les contre-performances du Ghana, du Nigeria, du Cameroun et de l'Algérie, les sélections africaines ont dans l'ensemble offert un visage plus conquérant pour leur second match de poule. Malgré la défaite, la Côte d'Ivoire a séduit face à la Colombie. Le Ghana, bien plus impliqué contre l'Allemagne, et le Nigeria, vainqueur face à la Bosnie, conservent l'espoir d'atteindre les 8e de finale. Mais ces équipes peuvent regretter une entrée ratée dans leur Coupe du Monde. Ces équipes africaines-là sont entre guillemets un peu trop gentilles, un peu trop... voilà. Il y a une certaine rigueur à imposer dès le début du match. On ne rentre pas, on l'a vu comme dans certains matchs, on ne rentre pas de façon nonchalante dans cette compétition-là. On fait les efforts comme des morts de faim. On voit qu'il y a des petites équipes qui, sur chaque ballon, donnent tout et vont, quitte à sortir complètement carbonisées, on fait des changements, mais on se bagarre sur chaque ballon et on essaie de remporter ce match-là. Non, nous, on a vu certaines équipes africaines rentrer de façon nonchalante, ne pas aller au duel, jouer un peu à la baballe, etc. Non, c'est pas comme ça. Si on veut passer ce tour-là, il faut mettre de l'envie. Pour les observateurs, les sélections africaines doivent faire jouer leurs atouts pour prendre l'ascendant sur les adversaires. Nous, la spécificité du foot africain, c'est la condition physique. Que ce soit dans l'impact, que ce soit dans le cardio, on n'a strictement rien à envier aux autres et on est au point là-dessus. Donc quand on dit que le corps ne suit pas, c'est un fait, le corps ne suit pas. Mais par contre, nous, là-dessus, on n'a rien à envier, donc on n'a pas ce manque-là, ce déficit. Après une entrée mal maîtrisée dans la Coupe du Monde, le Ghana et le Nigeria ont relevé la tête pour s'offrir un dernier match décisif pour la qualification, respectivement face au Portugal et à l'Argentine. La Côte d'Ivoire, de son côté, ira chercher sa place en 8e de finale contre la Grèce. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.